minutes cette semaine pour apporter un thème immense. Et regarde-moi donc, toi. Pas l'air dans ton assiette aujourd'hui? Non, c'est pas pire. Pas pire? Oui, ça va pas pire. Tu t'ennuies de la jungle un petit peu, hein? Un petit peu. Écoute, la semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va faire un avis de recherche, puis on va inviter tes amis le lion et la girafe. Okay. Mais celle-là, on va enchaîner tout de suite avec ma chronique, si tu veux bien. J'ai reçu, il y a 2 jours à peine, j'ai reçu cette semaine un poème, un très long et très beau poème que m'a envoyé Reine Malo et qui se termine sur ces mots. Tomate, tomate, je m'ennuie de ta couche. Tomate, tomate, donne-moi le jus de ta bouche. Encore ça brosse, Reine? Non, ceci dit, ça m'a donné une très bonne idée de chronique cette semaine parce que moi, personnellement, j'adore la tomate. Je trouve que la tomate est un fruit parfait, pur et innocent, dont la vision arrive à nous faire oublier les pires atrocités comme la guerre, la maladie et la garde-robe de Jeannot Bergeron. Mettons donc ces choses affreuses de côté et plongeons, si vous le voulez bien, dans le monde merveilleux de ce fruit si particulier. Tu sais, Normand, que l'histoire de la tomate est sans aucun doute une des plus grandes épopées qu'ait connue l'humanité. Restituons-nous donc au début, d'ailleurs, de cette grande épopée. Nous sommes en Espagne vers la fin du 15e siècle et à ce moment-là, tout va mal. La population vit dans une extrême pauvreté. La cour espagnole croule littéralement sous tous ses excès. Et la reine Isabelle de Castille, en proie à de violentes attaques d'hémorroïdes, se voit obligée de gouverner le pays de sa baignoire. Et de longs mois s'écoulent ainsi. La souveraine désespère de guérir. Mais entre-temps, ces hémorroïdes sont devenus si populaires que partout en Europe, on ne parle plus que de son anus. Et sa popularité atteint un tel sommet que la duchesse de Bourbon, Elisabeth York, et Laurent de Médicis, fou de jalousie, échafaudent de toutes sortes de machinations pour s'infliger des plaies aussi fameuses afin de regagner l'affection de leur sujet. Quant à la reine Isabelle, qui est stupéfiée par sa douleur et au bout de ses forces, elle consentira à un certain moment à se faire aider. Et c'est alors que les druides, les apothicaires, les herboristes, les guérisseurs et les Temptations, qui viennent par 4 et qui font les mêmes gestes en même temps, se précipitent à leur chevet et prescrivent tous le même remède, soit des tomates, qui était un fruit alors inconnu de l'espagnol moyen de l'époque, mais à qui on prêtait des vertus magiques et qui aurait, sans aucun doute, très rapidement guéri chez la souveraine son malaise anal. Alors donc, la reine... Oh, ça fait penser, tu t'es déjà parlé de Chantal Como, ce qu'elle faisait dans le sous-sol de Sidonia Fugère avec 2 tomates et un pied de céleri? Non. Je t'ai jamais parlé de ça? Non. Oh my God, ça a pas... On a un petit film d'ailleurs de ça ici. J'aimerais ça que tout le monde... Si on peut en voir un extrait, c'est tellement bon. J'aimerais que tout le monde regarde l'écran, s'il vous plaît. Ça sera... Quoi? On n'a pas le temps pour le petit film? Ah, c'est dommage. La prochaine fois. Alors donc, après toutes ces consultations, la reine Isabelle fit mander son mari, le roi Ferdinand d'Aragon, et dans le temps de le dire, il est venu. Et là, ils décidèrent ensemble d'envoyer Christophe Colomb, le meilleur navigateur de l'époque, dans le Nouveau Monde, à la recherche donc de ces miraculeuses tomates. La traversée de Christophe fut, Normand, apparemment très difficile, mais la quête de la tomate, elle, fut carrément dramatique et désastreuse. En effet, Christophe se rendit d'abord au Pérou, où il se rendit ensuite à Santa Rosa. Puis de Santa Rosa à Santa Susanna. Puis de Santa Susanna à Santa Esmeralda. Puis de Santa Esmeralda à Santa Juanita. Puis de Santa Juanita à Santa Conchita. Puis de Santa Conchita à Santa... Attends, je vais la Santa Romualda, où il est mort. Et ses dernières paroles furent sur sa reine, pour sa reine, et lorsqu'il expia, il lui dit, je cite, « Tes tomates, fourre-toi-les dans... » C'est tout. On n'a jamais su la fin de sa phrase. Depuis 500 ans, les hommes ont bien sûr réussi à domestiquer la tomate, mais elle demeure malgré tout une grande inconnue. Si. Tout le monde croit bien connaître la tomate. Quelle prétention! La tomate est comme une jeune mariée, que on doit se permettre le temps de l'apprivoiser, de la découvrir lentement et de l'effeuiller doucement avec beaucoup de tendresse. Si. Et pour vous prouver à quel point notre connaissance de la tomate est limitée, je vais tenter pour la deuxième partie de la chronique de faire une expérience exaltante, je pense, mais qui peut être assez extraordinaire. Je vais tenter, grâce à mon grand pouvoir de concentration, de vraiment rentrer dans le cœur de la tomate et de là faire partager mes impressions donc aux millions d'auditeurs de Beau et Chaud. Alors, si tu veux bien, Normand, on va par exemple faire quelque chose. Tu vas mettre ton sarrau. OK, on va se mettre chacun un sarrau parce que, pour pas se salir, je demanderai évidemment le silence le plus complet en studio, s'il vous plaît. Et éventuellement, je demanderai à l'éclairagiste de faire un noir complet, pas tout de suite, là, de faire un noir complet pour pas que la lumière interfère dans l'expérience. En tout cas, au moins pour le temps où je vais pénétrer ma tomate. Allons-y donc. Normand, si jamais il devait m'arriver quelque chose, puis si jamais on ne devait plus se revoir, là, je vais te faire partager un grand secret. Oui. Le petit chaperon rouge, c'est vrai. C'est vrai, je le sais, c'était moi.
tellement peur. Adieu, Normand. C'est possible de faire le noir, s'il vous plaît? Excuse-moi, c'est long, Normand, c'est parce que j'étais en train de calculer ton salaire, là, puis ça m'a déconcentré un petit peu. Genre, comment? Vous pouvez maintenant ouvrir. Je suis présentement, Normand, dans le ventre de la tomate. Peux-tu t'approcher un tout petit peu, Normand? C'est très bizarre ici. Je vais essayer de me frayer un chemin, mais c'est extrêmement difficile de marcher là-dedans. Je peux te dire tout de suite que c'est très beau. C'est très beau. C'est comme quand on arrive à Venise pour la première fois. C'est choquant, c'est insultant de beauté. Il manque juste les musiciens, le Vaporetto, les musiciens qui jouent le thème du parrain devant la place Saint-Marc à Venise. Mais c'est bouleversant. Je suis bouleversé. Prends-moi, Normand. Prends-moi dans ta main. Prends-moi, caresse-moi, Normand. Caresse-moi doucement. Oh, donne-moi un baiser. Petit baiser. La tomate a toute contractée, puis ça m'a chatouillé, c'est tellement bon. OK, brasse-moi maintenant, Normand, brasse-moi. Brasse-moi pour vrai. OK, ouais, je vais avoir mal au cœur. Et là, je vois une lueur, Normand, je vois une lueur. Je vais me précipiter vers la lueur. Et, oh mon Dieu, Normand, il y a plein de monde ici. Je vois plein de monde. Et oh mon Dieu, Normand, crois-le ou non, devant moi, il y a Elvis Presley, John Lennon, John Kennedy. Je vois une autre personne qui s'avance. Oh mon Dieu, mais c'est Yolande. C'est Yolande, Normand. C'est Yolande qui me tend sa petite patte et qui me demande de la suivre. Je veux pas la suivre, Normand. Normand, je ne veux pas la suivre. Normand, écoute, je m'en fous de ce qui va arriver. Lance la tomate, Normand. Lance la tomate sur le mur. Lance-la. Lance-la vite. Je veux pas suivre Yolande. Lance-la vite. Oui. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses extraordinaires. Mon message ici s'adresse aux enfants. Arrive un certain moment, on entre dans l'adolescence. À ce moment-là, on perd toutes ses illusions et on est tenté de trouver une fuite ou un refuge dans la consommation d'alcool ou de stupéfiants. C'est pas correct, mais c'est tout à fait légitime. Il faut que tout le monde fasse ses expériences. Mais je vous en prie, pour l'amour de vous, ne vous laissez jamais séduire par les tomates. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. C'était Marc Labrasse.